Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour une des premières tables rondes de ce salon SITL. Vous avez devant vous à la fois le thème et de ces débats qui vont nous tenir pendant 1 heure et puis le nom des intervenants. Je vais quand même vous les présenter parce que peut-être que vous ne mettez pas tous des visages sur des noms. Donc je vais commencer à l'extrême droite pour vous avec Thomas Wilson, qui est directeur transport Laborio, qui est bien connu parmi les professionnels et qui nous expliquera comment il envisage cet objectif de décarbonation dans ses propres activités. À sa droite, nous avons Franck Dupont, qui est cofondateur de Sémineux. Il nous dira exactement ce que c'est, mais avec le nom, on comprend qu'on est dans la cimenterie. Et il nous dira aussi, lui, comment il envisage le transport de ces pondéreux dans quelques instants. Guillaume Devaux, vous êtes président d'AI Cargo. Alors, je ne sais pas comment vous nommez, vous êtes un peu un nouvel arrivant, d'une certaine façon, sur le long terme, sur ces activités de transport. Et vous nous direz comment, en matière digitale, on peut, d'une certaine façon, un peu révolutionner la façon de voir les choses et surtout de transformer la filière et les process. Ensuite, nous avons François Corvès, qui est directeur commercial de Forwardis, donc un commissionnaire qui est un peu au centre de l'ensemble de la chaîne et qui nous dira comment il voit aussi son propre rôle. Et enfin, nous avons Cédric de Barberac, qui est directeur transport au groupe Monoprix, qui nous expliquera aussi comment il fait les choses. Je voudrais commencer par un transporteur, par vous, monsieur Dupont. Vous avez une activité de transport depuis un certain temps sur le fer. Et quand on s'est parlé pour préparer cet entretien, cette table ronde, vous avez dit que vous insistiez sur la chaîne d'efficience. Alors, la chaîne d'efficience qui est une sorte de préalable au transport ou au passage des marchandises sur le rail. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous envisagez ça exactement? Et j'ajoute, excusez-moi, j'ajoute aussi que comme nous sommes dans une experience room, nous vous donnerons la parole évidemment dans la seconde partie de ces échanges pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez aux différents intervenants. Oui, tout d'abord, le groupe s'appelle Saminyu pour ciment, in pour innovation, et you pour Europe, parce qu'on a des ambitions européennes à terme. L'idée, c'est que notre modèle de production de ciment se veut être complémentaire au modèle traditionnel. Et il consiste à produire du ciment à l'intérieur des terres, avec des petites cimenteries régionales proches du client, avec une zone d'achalandise relativement faible, de façon à émettre moins de CO2 pour le transport du dernier kilomètre, et toutes reliées par la voie ferrée. Ça, c'est vraiment le fil conducteur. On ne fait pas mieux que la roue en fer sur le rail en fer, en termes d'émissions de CO2. Et nos matières premières, qui sont post-calcination, c'est-à-dire qu'on achète un produit qui a déjà été calciné, il n'y a pas de four dans nos cimenteries, sont importées au port de Sète. Et les 2 premières usines qui sont en fonction, aujourd'hui on vend entre 300 et 350 000 tonnes de ciment sur 2 usines. La matière première est approvisionnée par train sur des porte-conteneurs, chaque conteneur ayant été préalablement construit par nos services pour supporter un produit qui s'appelle le clinker et qui a une particularité, c'est qu'il a une masse volumique importante et que le conteneur était le support de logistique qui permettait de transporter le maximum de kilos au minimum de longueur. C'est là que l'efficience intervient. C'est là que, sur la base d'un train standard, il s'agit après d'augmenter la longueur, de diminuer l'étart et d'accroître systématiquement l'efficience pour avoir 1 euro à la tonne, à la fois des euros et à la fois du CO2 à la tonne les plus faibles possibles. Donc, chaîne d'efficience, ça veut dire réduire les aléas, améliorer la performance et en termes de qualité de service et en termes de prix. Ça veut dire de digitaliser, de moderniser.
Alors, le support de tout ça s'appelle réseau SNCF, avec 2 rails. Hein. Et là, oui, l'efficience qui passe par aussi la multiplicité de ce qu'on appelle les sillons, hein, un jour, 1 heure d'arrivée, 1 heure de départ. Eh ben, cette efficience, elle peut être améliorée. Elle ne peut pas être améliorée si elle n'est pas accompagnée par une efficience améliorée aussi sur le réseau. Et ça passe par la modernisation du réseau, par la modernisation de la signalisation, des appareils, et par déclinaison, par une adaptation de la réglementation. Car la réglementation aujourd'hui, elle date de 40, 50 ans et elle n'est plus du tout au goût du jour. Et ça passe par la modernisation. Donc modernisation de tous les systèmes d'exploitation et de la relation entre le client et le gestionnaire d'infrastructure, avec l'opérateur, etc. Et vous me disiez aussi que vous teniez beaucoup à l'automatisation des gares de fret. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que vous entendez par là? Eh bien, sans vouloir être... je ne dirais pas que la signalisation, c'est comme avec les Indiens et les silos de fumée, mais on n'est pas très très loin. Aujourd'hui, une ouverture de gare de fret, elle se fait avec une clé pour débloquer un certain nombre d'appareils. En 2023, c'est plus possible. Ça peut être automatisé. Il peut y avoir un petit peu d'intelligence là-dedans, hein, du numérique. Il n'est pas possible que des gens au sol, du SNCF ou même de l'entreprise ferroviaire soient utilisés à des tâches aussi basiques que ça. Aujourd'hui, on a une autre éducation et les gens sont capables d'avoir d'autres métiers que de mettre une clé dans une serrure. On a compris que vous étiez assez captif du mode ferroviaire et que c'est une volonté de votre part, étant donné la nature de vos marchandises et puis votre engagement pour la décarbonation. Vous avez aussi peut-être des routes qui sont nouvelles. Comment vous voyez l'offre ferroviaire par rapport à vos besoins et par rapport à l'évolution de votre marché? Avec le ferroviaire, tout est possible, comme on disait. Hein. Rien n'est impossible, de négation ou une affirmation. On peut tout imaginer, le pire et le meilleur. L'avantage, c'est qu'on peut imaginer le meilleur. Et je suis très, très positif, très favorable au ferroviaire. Notre concept de cimenterie est basé là-dessus, donc on est totalement dépendant. L'expérience montre qu'on arrive tout le temps à trouver des solutions. Tout le temps. Certes, parfois ça prend du temps et beaucoup d'énergie, mais on arrive à trouver des solutions. Notre 3e usine est en perspective. Il y a 3 mois, je ne percevais pas une arrivée de nos trains par le sud de Niort. Et puis, la voie ferrée est en train d'être rénovée et l'État fait son boulot et la région fait son boulot. Et des voies qu'on considérait autrefois comme capillaires peuvent devenir des voies de fret. J'aurais jamais imaginé, quand j'ai démarré cette aventure en 2016, 2015 même, qu'un jour j'aurais autant de chance de réouvrir une gare de fret. À cette époque-là, on m'a dit « Bonne chance, monsieur Dupont ». Je n'avais pas compris ce que voulait dire la phrase. Maintenant, j'ai compris, mais c'est possible, on y arrive. Bon courage, mais ça a marché. Ouais, ça a marché. On reviendra peut-être avec vous tout à l'heure sur des questions. Je voudrais me tourner vers vous pour que vous nous racontiez un peu en quelques mots l'histoire de Monoprix. Il y a un peu de temps, si je ne me trompe pas, on se souvient de la gare de Bercy avec des trains qui allaient jusque quasiment au milieu de la ville, hein, au centre de la ville. On a beaucoup parlé de la façon dont Monoprix avait innové à l'époque. C'est dans les années 2010 hein, jusqu'en 2019. Et puis maintenant, vous avez du transport plus massifié. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots un peu comment vous êtes passé d'une expérience finalement assez longue, hein, qui a été beaucoup commentée, à celle actuelle où vous partez de Paris pour aller jusque dans le sud? Cédric de Barbeyrac. Oui, alors effectivement, Monoprix a une expérience assez spécifique dans le ferroviaire, puisque Monoprix est un groupe de distribution très présent en Île-de-France et particulièrement dans Paris. Et on a nos entrepôts qui se situent en première et en deuxième couronne. Donc on est assez proche de nos zones de chalandise. Pour autant, en 2007-2008, on a mis en place un schéma ferroviaire assez inédit puisqu'il s'agissait du coup d'approcher les marchandises depuis nos entrepôts de grande couronne
vers le centre de Paris, dans un entrepôt embranché situé dans la gare de Paris-Bercy. Et c'était un train complet, c'est-à-dire il y avait jusqu'à 22 wagons. Nous étions les seuls clients, les seuls chargeurs pour ce train-là. On était en compte directement avec une filiale de Fret SNCF qui s'appelle VFLI. Et donc, on avait vraiment la charge d'opérer ce train 5 fois par semaine, qui pouvait transporter jusqu'à 1 millier de palettes sur ce qu'on appelle vraiment une short line, une toute petite distance, puisqu'il s'agissait de faire 40 km en train. Donc, c'était un usage assez contre-intuitif de la navette ferroviaire, qui a fonctionné effectivement pendant 9 ans, donc qui a démontré sa faisabilité opérationnelle et sa pertinence opérationnelle pour une massification dans l'entrée de l'hypercentre de Paris. Et c'était couplé également à l'époque avec des véhicules au gaz qui permettaient de faire les derniers kilomètres et de toucher les magasins, puisqu'à l'époque, quand on parle de ça, effectivement, au début des années 2010, l'autonomie des camions GNV ne permettait pas de faire plus de 100 km. Donc il fallait vraiment, pour pouvoir tourner, avoir une base, un espace logistique urbain. Et du coup, on couplait à la fois l'approche massifiée en mode ferroviaire, plus la livraison finale en camion au gaz. Juste, à l'époque, on parlait moins de décarbonation qu'aujourd'hui. Hein, c'est plus de 10 ans en arrière, on en parlait déjà, mais ça veut dire que pour Monoprix, c'était essentiel à l'époque d'afficher un bilan carbone favorable. Alors c'était effectivement un des objectifs très importants pour Monoprix, puisque Monoprix a toujours été précurseur et pionnier sur ces problématiques-là, puisque nos clients sont en ville, donc nos clients sont nos riverains, et effectivement l'impact en termes de pollution, de congestion et évidemment de CO2, c'est un impact qui est très important pour un opérateur, enfin un distributeur comme Monoprix. Du coup, l'enjeu d'utiliser ce mode ferroviaire, c'était vraiment d'avoir un schéma de distribution urbaine très innovant, très efficace. Alors, ensuite, au fur et à mesure de ce schéma, les technologies ont aussi évolué, notamment la technologie GNV. Et au bout de 9 ans, 10 ans, elle permettait quelque part de pouvoir partir directement de nos entrepôts qui étaient un peu plus loin, donc en première et deuxième couronne. Et notamment, entre-temps, le bio-GNV a vu le jour avec un bilan carbone, là pour le coup, qui était encore meilleur que le bilan carbone de notre navette ferroviaire, qui au final restait une navette avec des locomotives au gasoil, mais qui était vraiment Euro 0 là pour le coup en termes de performance environnementale et de CO2. C'était pas terrible comme matériel. C'était vraiment la massification qui permettait ce gain, mais qui pouvait être compensé au final avec la technologie bio-GNV. Donc c'était un schéma aussi qui était assez coûteux, puisqu'il y avait une rupture de charge supplémentaire en plein Paris. Et puis le mode était assez lourd, hein. Le mode ferroviaire, c'est un mode avec beaucoup de procédures de sécurité, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de thèmes de manœuvre, etc. Donc c'était un mode assez lourd. Et au final, et on l'a écarté. Je note juste aussi que nous, on a opéré ce mode-là pendant 9 ans. On a été les seuls. Pour autant, aujourd'hui, un entrepôt qui existe à Chapelle Internationale, dans le 18e, et qui a été conçu un peu en se basant sur l'expérience de Samada, avec justement le fait de pouvoir électrifier aussi les voies de sous-embranchement et de permettre aussi des manutentions de conteneurs à l'intérieur de la zone de Chapelle Internationale. Mais c'est vrai que le mode ferroviaire est un mode compliqué. Nous, on était les seuls, donc on pouvait décider d'y aller. Sur Chapelle Internationale, c'est vrai que le schéma est plus un schéma mutualisé, et donc avec différents acteurs, et c'est forcément plus compliqué de mettre en place un train multi-enseigne, multi-acteurs, pour arriver sur une seule zone. Voilà. Donc le bio-GNV, si je résume, le bio-GNV a eu raison de la navette ferroviaire, mais pour autant, vous faites encore du ferroviaire. Alors exactement, c'est pour ça que nous, le ferroviaire, on y reste attaché, et on l'a poursuivi, on l'a décliné d'une autre manière, moins sous son aspect desserte urbaine,
mais plus sur, on va dire, son cœur de métier historique, c'est-à-dire la grande distance, enfin pour nous, ce qu'on appelle la grande distance, puisqu'on est, on est des distributeurs français, donc on reste uniquement sur des navettes à l'intérieur de la France. Mais il y a une vraie pertinence dans l'utilisation de la multimodalité, et notamment le mode ferroviaire, sur un schéma multimodal, qui est un schéma classique avec pré-acheminement, post-acheminement par mode routier, et puis prise en charge des caisses. Donc nous, ce sont des remorques en fait, des remorques 33 palettes qui sont prises en charge à Valenton, sur la plateforme multimodale de Valenton, et qui sont ensuite mis sur le train de différents opérateurs qui descendent jusque en région PACA, et qui sont dégroupés soit à Avignon, soit à Miramas ou à Marseille, et qui permettent justement d'alimenter notre plateforme de PACA. Et ça, ce schéma-là est hyper efficace parce qu'à la fois, il combine l'efficacité logistique opérationnelle, puisque on a des chauffeurs régionaux qui font juste nos pré-acheminements et post-acheminements. Donc on a une très forte réactivité sur l'enlèvement et le nombre de navettes ou de caisses qu'on peut faire enlever à la journée. Et puis ensuite, on a un effet de massification, on va dire, sur le trajet, sur les 700 km entre Paris et Marseille, où là, effectivement, on a besoin que d'avoir un conducteur. Donc c'est hyper efficace, notamment en période de pénurie sur des chauffeurs longue distance SPL. Et puis ensuite, voilà, on arrive en proximité de nos sites, et ça nous permet de répondre à nos objectifs RSE, à répondre aussi aux objectifs en termes de régularité de nos navettes. On n'est plus impacté par les coupures chauffeurs qui, sur la grande distance, peuvent être assez impactantes. Et puis également, en termes économiques, on est sur un schéma qui est beaucoup plus... qui est très efficace et qui est très concurrentiel par rapport à la route. Donc on est vraiment sur un schéma ferroviaire qu'on estime être très, très efficace, à part peut-être dans les périodes mouvementées comme aujourd'hui. Mais ça concerne un peu tout le monde en ce moment. Oui. Mais en tout cas, du coup, on continue à investir le mode ferroviaire, mais cette fois-ci plus sur un schéma intersite, on va dire. Voilà. Intersite et massifié sur la longue distance. En revanche, pour toute votre distribution, là, c'est le camion qui reste totalement dominant. Au biogaz. Voilà. Au biogaz. Merci beaucoup. On pourra revenir avec vous sur des détails de votre activité. Je voudrais me tourner vers Thomas Wilson des Transports Laboriaux. Vous me disiez, quand on s'est entretenu, que vos transports étaient à 90% décarbonés. Donc c'est un chiffre très important, et que vous comptiez beaucoup sur le fer, et que par votre expérience, vous aviez quelques suggestions, idées pour développer, parce que votre ambition, c'est de continuer à développer le transport propre ou décarboné, et notamment le transport ferroviaire. Oui, donc bonjour, donc Thomas Wilson, donc je suis dirigeant des Transports Laboriaux. Donc c'est une entreprise qui date de 1936 et qui, il y a une quarantaine d'années, a complètement basculé sur le multimodal. Et depuis 30 ans, nous n'utilisons que les opérateurs et le fer pour faire nos activités. Donc nos activités, c'est principalement le vrac alimentaire. C'est également, ça peut être du sable, ça peut être du carbonate. Donc on a progressivement investi dans des conteneurs citernes ou bennes. Et aujourd'hui, donc, nous avons 300 matériels UTI. Nous utilisons grosso modo tous les opérateurs français, c'est-à-dire que tous sont basés sur Lille, sur Paris, sur Marseille, Perpignan, Toulouse, l'Italie également, Novara, l'Allemagne. Nous allons également sur le Benelux. Donc aujourd'hui, en effet, nous sommes, on ne fait pas de route, c'est-à-dire qu'on a des moyens de poste et pré-acheminement en propre avec des conducteurs donc, qui sont basés sur les terminaux. Et jusqu'à cette année, on peut dire qu'on avait fait quasiment le tour des options que nous pouvions avoir avec des opérateurs classiques que sont T3M, Novatrans, Cargo Beamer aussi qui vient de démarrer l'année dernière. Et actuellement, donc, nous sommes en train d'évoluer vers un rôle plus d'opérateur ferroviaire. On est en train de s'associer avec un opérateur qui s'est créé il y a à peu près 1 an et qui va nous permettre de sortir des lignes, on va dire, traditionnelles du rail route pour accompagner des industriels
qui aujourd'hui voulaient décarboner leur transport, mais vu les distances qui étaient parcourues et vu qu'ils étaient souvent éloignés on va dire des terminaux, nous allons mettre en place des trains vraiment dédiés. Donc en effet, on parle de 22 conteneurs par train pour les petits trains, on va dire. Donc sur des taux de rotation de 2 à 3 rotations par semaine. Donc il y a 3 ans de ça, on s'est engagé dans l'engagement volontaire pour l'environnement, EcoCO2. On a obtenu le prix il y a un mois d'excellence EcoCO2. En effet, on est à 90% décarboné. Les 10% qui nous restent, ça va être principalement les matériels de poste et pré-acheminement. Aujourd'hui, on a des tracteurs en Euro 6. On a fait des tests sur l'électrique à Marseille. Ça ne s'avère pas encore vraiment concluant pour des problèmes d'autonomie des batteries. Mais par contre, on va passer au biocarburant petit à petit avec les investissements qu'on a à faire sur les camions, quoi. Donc, l'objectif, aujourd'hui, on fait une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est peu par rapport on va dire, à des grands groupes de transport en France. Mais on continue dans cette voie-là, exclusivement rail-route. Et d'ici 2 à 3 ans, on devrait être à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire accompagner l'engagement de l'État sur un doublement du fret ferroviaire d'ici 2030. Voilà. Est-ce que vous voyez évoluer la demande de vos clients depuis quelques années en faveur de ces solutions rail-route décarbonées? Très nettement. L'été dernier, on va dire avant la crise énergétique, on a traité beaucoup de dossiers, fait beaucoup d'études, notamment également sur du fluvial au départ du Havre sur la région parisienne. C'est vrai que le choc énergétique, notamment sur l'électricité, parce que c'est vrai que les prix d'électricité pour le ferroviaire ont à peu près augmenté de 850% l'espace de 3 semaines, un mois, qui fait que paradoxalement aujourd'hui, il est plus rentable de faire tourner des locomotives qui tournent au gasoil que de faire tourner des locomotives électriques, quoi, ce qui est quand même, on va dire, une aberration en termes de décarbonation. Mais bon, je pense que ça va se réguler de toute façon et je pense que d'ici quelques mois, on va retrouver un équilibre entre le prix des énergies fossiles et le prix de l'électrique. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une forte demande. Là. Ouais. Justement, les chiffres que vous nous donnez ce matin, doubler le chiffre d'affaires en quelques années, qu'est-ce que vous voyez comme frein à ce doublement du point de vue de ce mode rail-route que vous connaissez bien? Alors si on prend depuis un mois, on peut dire que des freins, les blocages font qu'aujourd'hui, faut savoir que dans nos activités, moi j'économise à peu près 300 000 litres de gasoil par mois. Si je devais faire tout ce qu'on fait actuellement par la route, il me faudra à peu près 120 camions. Hein. C'est-à-dire qu'on ferait à peu près 1 million de kilomètres par mois. Donc le frein, en effet, c'est quand même la fiabilité du réseau. On est quand même dépendant de réseaux ferrés. Ensuite, les sillons ne sont pas non plus extensibles, on va dire, à l'infini. Donc il va falloir en effet optimiser les sillons, avoir des trains de nuit qui soient fiables, éviter les retards, les défaillances, une rénovation aussi du réseau qui en France est un des réseaux européens les plus anciens. Il faut savoir que ça fait 30 ans qu'il y a très peu d'investissements qui sont faits sur le réseau ferré. Donc ça c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui ne nous concerne pas nous directement, quoi. Et du point de vue des terminaux? Alors les terminaux, depuis 6 mois, 1 an, il y a des projets de terminaux. Il y a un projet de terminal qui est sur Orléans. Sur Miramas, c'est vrai qu'il y a le projet T3M qui veut démarrer son terminal, je pense, cette année. Sur Perpignan, il y a un terminal qui a mis à peu près 20 ans avant d'arriver à saturation. C'est-à-dire qu'avec une capacité qui était utilisée à 20 ou 30% jusqu'à encore 3 ans, actuellement ils sont à plus de 100%, ce qui veut dire que de toute façon le terminal de Perpignan est aujourd'hui saturé, quoi. Voilà.
Donc, le terminal, c'est aller entre 40 et 50 millions d'euros d'investissement. C'est clair que ça ne pourra se faire qu'entre des partenariats publics-privés. Voilà. Donc vous voyez plutôt d'un bon œil l'arrivée, par exemple, des conseils régionaux du Centre-Val de Loire ou de Normandie sur le terminal d'Orléans, des choses comme ça vous semblent fécondes. Et comme le projet aussi qu'ils ont sur Chalon, sur Marne, je crois. Alors on peut penser que ça peut faire doublon éventuellement avec celui d'Orléans. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de tonnage aujourd'hui qui passe par la route sur des distances intermédiaires qui sont de 300, 350 km et qui demain, en effet, avec ces terminaux-là, en augmentant les fréquences des trains, on pourra vraiment passer sur le rail. Voilà. Merci beaucoup, on reviendra avec vous tout à l'heure au cours des questions. Je vais demander maintenant à François Corvez, directeur commercial de Forwardis, qui est à l'interface un peu de tout le monde, hein, des chargeurs, des opérateurs, des gestionnaires d'infrastructures, etc. Comment il voit l'évolution de cette demande forte de transport décarboné et puis la capacité des modes à absorber cette évolution de la demande? Ouais, tout à fait, je vous remercie. J'abonde complètement avec ce que les intervenants viennent de dire, que ce soit la partie, on va parler fournisseurs, transporteurs ou des industriels qui peuvent être aussi nos clients comme Seminew. Deux mots sur Forwardis. En fait, ce qu'on fait, donc Forwardis est un commissionnaire de transport. Donc, en effet, on fait rencontrer l'offre et la demande au quotidien entre des industriels qui est majoritairement notre clientèle. Aujourd'hui, on est spécialisé dans le ferroviaire historiquement, mais on s'est développé aussi dans le multimodal parce qu'on est courtier fluvial. Et on a aussi une activité de transport combiné rail-route qui se rapproche un petit peu de ce que fait les transports labouriaux, mais sur d'autres segments. Donc on couvre une palette d'industries qui va de la pétrochimie, transport d'hydrocarbures, à beaucoup de céréales, du sucre. Donc beaucoup de vracs qui sont les marchés historiques du fret ferroviaire. Mais la tendance actuelle avec les questions liées évidemment aux enjeux climatiques, aux enjeux d'énergie et aux enjeux aussi de décongestion des centres urbains et les enjeux liés aux riverains font qu'aujourd'hui, les parts de marché du ferroviaire elles doivent se gagner sur des produits de grande consommation et avec l'appui des routiers. Voilà. Donc Forwardis, qui est positionné en Europe, on va jusqu'en Chine puisqu'on fait de l'affrètement de conteneurs par rail. Alors c'est un peu plus compliqué maintenant parce qu'il faut passer par la Russie, mais on le faisait encore jusqu'à début 2022, se développe de plus en plus vers la multimodalité, le conteneur, qui permet de faire du rail. Quand le rail ça marche pas, ça permet de faire du camion ou de faire de la barge. Et moi ce que je constate en échangeant avec les clients, c'est qu'ils recherchent à décarboner de plus en plus sous la pression des actionnaires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement qui rentrent au capital d'un certain nombre de sociétés et de grandes sociétés cotées en bourse ou non, qui réclament des résultats sur les tonnes de CO2 économisées parce qu'ils intègrent aussi dans leurs calculs économiques financiers une notion de risque lié au climat. Et ça, c'est un sacré levier de pression parce qu'il y a des discours, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat, on va pas revenir sur les chiffres. On sait à peu près sur comment s'y prendre aussi, c'est-à-dire faire plus de rails, plus de fleuves, plus d'optimisation des capacités aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de retours à vide. Donc ça, il y a aussi un levier d'optimisation. Mais le levier aujourd'hui, c'est quand même l'économique. Et les actionnaires mettent la pression. On constate aussi depuis, 2 ans, les états-majors se réintéresser à la logistique, à la supply chain, et donc à faire du rail, du fleuve, parce qu'il y a eu aussi tous les événements géopolitiques dans le monde qui ont causé des ruptures de chaînes d'approvisionnement. On a eu le Covid, etc. Donc on re-questionne la notion des stocks, des fournisseurs et des transporteurs. Et moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les demandes pour décarboner, elles viennent pas seulement des acheteurs opérationnels, mais elles viennent des états-majors, des niveaux de direction. Et on a de plus en plus, nous, de demandes chez Forwardis de formation, sensibilisation, niveau dirigeant, de comment on refait du ferroviaire. Et vous avez plein d'industriels aujourd'hui qui ont des sites embranchés ou qui l'ont été
et qui sont impartis à un moment dans le tout route et font peut-être aujourd'hui 1%, 2% de multimodal et ne savent plus comment s'y prendre parce qu'en effet, le ferroviaire, voire même le fluvial, les ruptures de recharge, c'est compliqué. Et c'est là où un commissionnaire, par son rôle, et qui a une obligation de conseil, son rôle de conseil, intervient pour faciliter la compréhension d'une chaîne de valeur, facilite aussi les interfaces entre des transporteurs routiers, des loueurs d'équipements, des entreprises ferroviaires, de par sa connaissance. Chez Forwardis, on travaille avec une 60aine d'entreprises ferroviaires en Europe et une dizaine de loueurs de wagons, etc. etc. Donc on fait rencontrer vraiment l'offre et la demande. Et bon, quand j'écoute évidemment les intervenants, bon, moi derrière, en tant que commercial, j'ai des projets de business, je dis oui, tiens, je pourrais faire ci avec ça. Et c'est peut-être là aussi ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'outils pour bien faire rencontrer l'offre et la demande. Même en tant que commissionnaire, on a plein d'idées et tout est dans notre tête. C'est quand même difficile de trouver l'information. On va parler dans quelques instants des outils justement et de cette fluidité digitale, si je peux prendre cette image. Je voudrais demander confirmation à Cédric de Barberac. Du côté des dirigeants de Monoprix, des actionnaires, il y a une pression de plus en plus forte pour améliorer sans cesse le bilan environnemental de la logistique de Monoprix. Oui, bien sûr, comme toutes les grandes entreprises, le Monoprix appartient au groupe Casino qui est coté en bourse, qui a aussi des obligations en termes de RSE. Et Monoprix, avant même ses objectifs, on va dire un petit peu réglementaires, était engagé très fortement justement à réduire son impact carbone et également son impact sur la santé et le bruit lors des livraisons ou lors de ces transports. Il y a aussi, il n'y a pas que le transport évidemment qui est concerné, puisque les magasins eux-mêmes, beaucoup de CO2. Voilà. Franck Dupont, vous sentez aussi que l'image de votre entreprise doit être portée par cette qualité telle que vous nous la décriviez tout à l'heure, la qualité de vos expéditions? Aujourd'hui, l'actionnariat est très, très orienté sur les sujets de RSE, sur les sujets d'émissions carbone ou de gaz à effet de serre en général. Derrière, à l'autre bout de la chaîne, il y a le client. Et le client commence à aussi faire ses calculs d'émissions globales pour son produit fini. Aujourd'hui, on a des contacts avec des promoteurs qui commencent à intégrer dans leur projet global, tout ce qui relève des gaz à effet de serre qui ont été émis pour la construction, puisqu'on est dans le monde de la construction. Donc, de la même manière qu'un client Monoprix, le grand public, comme un client de la construction, on commence à avoir des exigences en matière d'exemplarité environnementale, c'est ça que vous nous dites? C'est en route, c'est pas commence, c'est en route. On sera en mesure d'ici quelques mois ou quelques années de connaître exactement à l'intérieur de notre production nos émissions de carbone qu'on pourra transmettre dans l'instant à nos clients et à nos fournisseurs. Et dans ce monde-là, il y a le Fret 21, l'engagement qu'un certain nombre d'entreprises ont auprès de Fret 21. L'addition de Scope 1, Scope 2, Scope 3 va se faire dans l'instantané. Alors justement, c'est le bon moment pour donner la parole à Guillaume Devaux. Peut-être deux mots avant que je vous donne la parole sur votre activité AI Cargo. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Quelques mots et après on aborde la façon dont vous voulez changer un peu ou améliorer le multimodal. Merci Gilles, bonjour à tous. Donc AI Cargo est une association loi 1901 qui a été créée sur ce constat que la filière, toute industrie confondue sur la partie transport, avait des enjeux de transformation et de réduction de son empreinte énergétique, son empreinte écologique globalement. On améliore que ce que l'on mesure, et là on parle de flux physique, donc pour mesurer un flux physique, il faut être capable de le modéliser, d'en faire un jumeau numérique, et de ce jumeau numérique, d'en tirer des enseignements, de trouver des gisements d'efficacité, d'économie, de réduction. Donc AI Cargo est né d'un groupe de travail constitué de transporteurs, de chargeurs aussi, et puis d'experts et de start-up
Et on a fait, par rapport à cet enjeu, un constat, c'est que pour arriver à cet enjeu de décarbonation et donc ces outils de modélisation qui ne sont que des outils au service d'une réalité physique qui a toutes ses contraintes, hein, voilà. Et bien, il y avait un mot, un gros mot qui était le partage de la donnée. Et partager de la donnée dans un secteur concurrentiel, c'est compliqué parce que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de compétitivité. Donc on a créé iCargo comme une association loi 1901, déjà pour apporter le cadre de confiance, le cadre souverain, puisque toutes nos activités sont absolument souveraines, et enfin les outils technologiques et des financements pour le faire, pour créer une plateforme d'échange de données et de traitement très orientée sur l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans ce domaine-là, pour répondre à des questions métiers. Voilà. Exemple de questions métiers, il a été évoqué ici toute l'efficacité potentielle ou avérée du report modal. Comment aller plus loin? Aujourd'hui, grosso modo, 89% du flux passe sur la route, 9% sur le ferroviaire et 2% sur le fluvial. Alors la tendance s'améliore, hein, depuis le lancement de 4F, on voit quand même que ça s'améliore sensiblement, mais l'accélération, il y a encore du chemin. Eh bien, comment faire? L'idée d'une des approches que nous traitons aujourd'hui, c'est d'inciter des chargeurs ou des transporteurs ou des commissionnaires à partager des flux, des heures de transport, dans des conditions de confiance et d'anonymisation pour identifier les moyens ou les capacités massifiables, mutualisables, ou là où on va pouvoir aussi saturer les capacités résiduelles et enfin les contreflux. Voilà. Donc c'est cet espace commun qui ne vient pas se substituer au métier de chacun, voilà, mais qui vient créer un espace un petit peu collectif où on va pouvoir identifier et puis trouver ensuite les moyens opérationnels de passer à l'action. Donc votre activité est basée sur l'analyse des données, déjà leur captation, enfin, ou en tout cas leur traitement, puis leur analyse. Et donc vous suggérez des initiatives. Comment exactement, qu'est-ce que vous faites? Du conseil envers vos clients, les chargeurs, les commissionnaires? Comment ça se passe exactement? Alors, d'un point de vue méta, iCargo accompagne, enfin, est une association au service de la filière. On a 3 axes de travail: décarboner par le report modal, décarboner la logistique urbaine, où on va trouver des concepts un peu différents mais similaires, et puis travailler sur les flottes de véhicules pour accompagner la transition de façon un peu massive. Donc sur le report modal qui nous anime aujourd'hui et pour lequel nous avons un stand ici, c'est un programme certificat d'économie d'énergie comme Fret 21 avec lequel on travaille, qui a été financé par l'État. 3 étapes. 1, sensibiliser. 2, effectivement former. 3, collecter les données et les traiter pour les mettre en visibilité de l'ensemble des parties prenantes. Chargeurs, transporteurs, commissionnaires, opérateurs ferroviaires et fluviaux, pour que chacun puisse interroger ces modalités opérationnelles et voir où il y a du potentiel. Je vous donne un cas illustré. On a travaillé avec France Supply Chain et il y a un groupe, une filière, industriel qui produit en France, avec des grandes capacités en France, qui a décidé de se mettre autour de la table, donc de mettre les concurrents directs autour de la table et leur chaîne de sous-traitance pour voir comment ils pourraient, grâce à ces capacités de traitement de données, identifier une logistique amont ferroviaire décarbonée. Donc d'une certaine façon, vous réalisez des cartographies, si on peut employer ce mot-là, des activités, des solutions, des potentiels? Alors oui, à partir des données, déjà on a modélisé les réseaux. Donc aujourd'hui, tous les services, enfin tous, non, on n'a jamais fini, mais les services commerciaux existants sont dans le système. On collecte des flux et on vient confronter, première étape, on vient confronter sous forme de test d'éligibilité un flux venant d'un membre qui souhaite le tester par rapport au réseau et aux services existants. Ça, c'est la première étape. La deuxième,
c'est que en collectant des flux venant de différents remettants, on va identifier les niveaux de service compatibles, distance, temporalité, fréquence, pour voir ce qui pourrait être mutualisable. Et on va les exposer, là encore de façon anonymisée, pour permettre à l'ensemble de la chaîne de valeur de s'approprier le sujet. Enfin, le programme a une durée de 3 ans et demi. Dans les étapes les plus avancées, on va pouvoir éclairer les pouvoirs publics, nationaux, régionaux, et puis le projet 4F, sur où se trouvent les endroits où c'est le plus efficace d'effectuer des investissements, faire des embranchements, rénover, rajouter des matériels roulants. C'est difficile de le dire a priori. Avec une vision un peu consolidée, on pourra éclairer la décision. C'est très clair, justement, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que, avec une telle méthode, un tel process, vous devez forcément avoir une vision différente du système, du réseau? Est-ce que vous avez des préconisations à faire sur l'architecture du système global tel que vous l'appréhendez pour les décideurs, pour l'ensemble des partenaires? Quelle est votre approche, puisque vous êtes un nouveau venu dans ce système multimodal? Quelle est votre vision de ce système? Alors, je pense que mes prédécesseurs ont peut-être échangé, j'ai l'impression qu'ils... je pense qu'effectivement, ça a été largement évoqué par des gens qui opérationnellement maîtrisent parfaitement leur métier. Notre vision, c'est le côté collectif. C'est que si on veut gagner en efficacité, il y a un jeu collectif à établir. On travaille donc de façon très collaborative et on a notamment animé des ateliers par sous-filière ou par sous-sujet. Ce qui a été assez frappant, puisque ça fait plus de 3 ans qu'on prêche et qu'on travaille sur le développement technologique de ces solutions, c'est qu'on voit changer les regards. Il y a 3 ans, effectivement, on avait des postures un peu figées par la force de l'historique, disant « oui, mais on a déjà testé ça et il y a tel et tel frein, il y a telle et telle impossibilité ». Et on a vu évoluer les discours et les comportements en disant « maintenant, en fait, on n'a plus le choix, donc on doit ». Et typiquement, ce que je vous disais sur cette filière industrielle qui s'est mise autour de la table, je pense qu'il y a 3 ans, il ne se serait pas mis autour de la table. Je peux vous donner un exemple très concret. La filière céréalière est venue nous voir, et plus précisément notre cousin germain qui s'appelle Ag Data Hub pour Agriculture Data Hub, qui fait la même chose que nous sur les données agricoles, mais plus sur les données de production. Et donc, on a conjointement répondu à leur attente. La filière céréalière, c'est 930 organismes stockeurs qui, et c'est tout à fait naturel, sont plus ou moins en compétition les uns avec les autres sur les flux nationaux et sur les flux exports. Et on a vu l'effet de la guerre sur les prix spot des céréales. Donc là, c'est la réactivité, c'est la qualité de service et c'est la capacité qui permet de saisir ou non les opportunités. Et derrière ça, évidemment, il y a un impact d'efficacité économique et d'efficacité écologique. Donc, ils ont souhaité, et c'est très louable de leur part, se dire on va remonter au niveau de la filière pour voir comment on peut coordonner, déjà mettre en visibilité et derrière coordonner les matériels roulants, mais aussi les organismes stockeurs, les silos. C'est la clé de voûte du système. Voilà, donc ça c'est selon nous des éléments d'approche. Franck Dupont, vous vouliez prendre la parole sur cette question? Je voulais ajouter, moi qui suis dans un métier extrêmement étroit, du ciment, dans la décarbonation, très clairement, il y a des voies de progression énormes si on arrive à mettre en connexion différents métiers. On est en relation sur notre 3e projet. On va être amené à être des voisins de Nestlé Waters. L'eau et le ciment, c'est pas très, ça va pas ensemble. Alors évidemment, ce sera des bouteilles d'eau de Nestlé.
et des kilos de ciment de Saint-Mignou, eh bien, la voie ferrée, de toute évidence, on va être susceptible de trouver des solutions de décarbonation, très clairement, sur des métiers qui n'ont rien à voir. François Corvez, ce genre de nouvel acteur, ça vous intéresse aussi en tant que commissionnaire? Oui, parce que en fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une approche un peu macro et organisée par filière. Mais après, il va falloir être assez concret. C'est-à-dire que demain, il faut faire des contrats. On transporte non plus pas forcément n'importe quoi. Je pense que dans la filière céréalière, il y a tous les aspects de sécurité alimentaire qui prévalent. Dans la matière dangereuse, même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y aura un problème opérationnel de transport, ça ne sera pas forcément un chatbot qui va devoir répondre, mais on voudra quand même quelqu'un d'humain derrière qui gère le problème, qui gère l'aléa, hein, et sans aller dans ces extrêmes-là. Voilà, la logistique, la supply chain, c'est pas un chemin de tourpeau au quotidien. Quand ça marche, c'est vraiment très bien. Mais oui, on va être sur le métier un peu traditionnel, on doit se digitaliser, etc. Mais ça vient plutôt comme des aides pour aller plus vite. Moi, je le vois plus aussi comme des leviers de développement pour développer plus de chiffre d'affaires, plus de report modal, plus de fer et donner en effet une image un peu plus moderne au ferroviaire, au fluvial. Je rejoins l'exemple de la clé qu'il faut trouver pour ouvrir une gare. Ça a été vécu il y a à peu près 6 mois de notre côté, où appeler où se trouve la clé, parce que la clé avait été perdue. Mais voilà, on en est là, hein, comme encore aujourd'hui. Demain, il y aura des clés digitales. Tout à fait. Mais on a besoin d'aller plus vite. Parce que les enjeux de climat, c'est 2030, le doublement de la part de marché du ferroviaire en France à 18%, c'est l'objectif qui s'est donné, c'est 2030. On parle de 2050. C'est demain, quoi, en fait. Donc, il faut aller plus vite et on est déjà en retard, dit le GIEC. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des interrogations? N'hésitez pas. C'est un format qui est dit Experience Room, donc vous pouvez prendre la parole, réagir à ce qui vient d'être dit. Monsieur? Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir s'il y avait une opportunité sur le transport rail, sur le marché du frigo, du froid. Moi, je travaille pour un gros producteur de produits laitiers. On se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on doit aller sur le rail? Et j'ai vraiment du mal à me projeter sur, voilà, est-ce qu'il y a des opportunités sur des caisses frigo sur le rail? Qui veut répondre à cette question? Peut-être François Corvez ou monsieur? Alors, nous n'en opérons pas aujourd'hui, je ne dis pas demain, etc. Mais oui, ça existe aujourd'hui, c'est-à-dire que les trains de transport combinés reçoivent des caisses, que ce soit des caisses rail-route frigorifiées ou même des conteneurs frigorifiés aujourd'hui. Alors, en effet, il y a des particularités, mais ça existe. Il y a même des projets de trains dédiés par des opérateurs spécialisés dans le transport sous température dirigée. Je pense entre l'Espagne et le Benelux. Enfin, voilà, ça existe, c'est pas infaisable. Avec un investissement important en wagons spécifiques, hein, peut-être. Vous connaissez ça à Monoprix? Oui, alors nous on fait sur nos flux ferroviaires, on ne fait pas de froid en particulier. C'est juste une question de transit time, hein, sinon on pourrait tout à fait l'envisager. C'est juste qu'effectivement, on l'évoque, soit on est sur du multimodal et à ce moment-là, il faut des frigos, enfin des caisses réfrigérées, des remorques réfrigérées. Donc il faut juste s'assurer qu'il y ait suffisamment d'autonomie dans le groupe frigo pour qu'il puisse tourner sur tout le trajet. Après, il y a peut-être des opérateurs ferroviaires qui ont des prises de biberonnage qui permettent aussi d'alimenter la caisse pendant le trajet. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis après, il y a l'autre type de train dont on a beaucoup entendu parler, hein, c'est le train DFL entre Perpignan et Rungis, qui là, pour le coup, est constitué de wagons rigides réfrigérés. Donc là, c'est les wagons réfrigérés et les palettes sont chargées à l'intérieur des wagons, donc chargées, déchargées. Donc là, il y a des opérations de rupture de charge qui sont peut-être sans doute un peu plus lourdes et un peu plus coûteuses. A priori,
vu de notre fenêtre, nous, on pense que le mode multimodal en frigo est certainement le plus performant. Et il y a un opérateur qui s'appelle Froid Combi. Froid Combi, oui. Voilà, et qui offre déjà ce type de prestations avec notamment des trains qui roulent aussi un peu plus vite. Voilà. Monsieur Wilson, vous faites ce genre de flux? Oui, vous m'entendez là? Ouais. En effet, que ce soit le lait, réfrigéré, que ce soit le jus d'orange, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Hein. Donc, il y a 2 ans, 3 ans, je vous aurais dit que ça pouvait être compliqué parce qu'en effet, il fallait se cadrer par rapport aux opérateurs, aux lignes principales. Aujourd'hui, c'est tout à fait réalisable. Après, en effet, ça demande un engagement durable. En effet, ça nécessite des investissements, forcément. Donc, c'est vrai que la relation entre le prestataire et l'industriel, elle doit forcément s'établir sur une durée plus longue. Mais en tout cas, techniquement, aujourd'hui, c'est faisable. Ça, c'est certain. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt un encouragement à aller plus loin. Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre madame? Bonjour à tous, Cécile Blanchardon, chargée d'environnement et de développement durable chez Hilbrand Gory, commissionnaire de transport. Ma question porte sur la flexibilité du report multimodal qui est encore assez restreinte et qui fait que ce report-là n'est pas suffisamment développé jusqu'à maintenant, c'est quand même assez dissuasif. Et donc je voulais vous demander à vous, les opérateurs, si vous avez identifié des leviers qui n'ont pas encore été actionnés et qu'il faudrait justement actionner pour rendre ce report multimodal beaucoup plus flexible et donc beaucoup plus incitatif. Merci. Qui veut répondre à cette question, les leviers de l'amélioration? Monsieur Wilson? Alors, il y a un levier qui est certain, c'est le problème du flux tendu. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Paris, on a à peu près 3 jours de stock alimentaire. C'est-à-dire, on prend la grande distribution, on fait tout ce que... c'est sûr que tant qu'on aura des stocks courts, se posera le problème de la flexibilité. À partir du moment où on a des stocks qui sont moins tendus, il faut savoir que l'avantage du rail route, c'est que votre stock, en fait, il est ni au point de départ, ni au point d'arrivée. En fait, il se situe vraiment sur toute la ligne. Et moi, je le vois dans nos activités, on n'a plus de flux tendu. C'est-à-dire qu'en fait, le stock se balade entre les terminaux sur le train. Du coup, on se retrouve souvent avec des containers qui sont proches des lieux de consommation, qui font qu'en fait, on règle le problème du flux tendu d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on est plus sur du flux poussé, on est beaucoup moins sur du flux tiré, et du coup, en fait, on devient flexible parce qu'en effet, on a déplacé nos stocks. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais oui. Et du coup, c'est vrai que chez nos clients, on a des très gros consommateurs de sucre, par exemple. Donc, bon, on voit à peu près de qui on peut parler, quoi. Et en effet, qui, avant, par la route, n'arrivaient pas à alimenter leurs usines. Parce qu'en effet, il y a des aléas routiers qui font qu'en effet, il y a les contraintes horaires des conducteurs, il y a les débuts de semaine, fin de semaine, on ne peut pas rouler le week-end et tout. Du coup, ils ont réglé ces problèmes de flux tendus en passant par le rail. Et du coup, en fait, ils ont systématiquement un stock disponible qui leur permet d'avoir des livraisons quasiment à heure fixe, sans problème de décalage ou quoi que ce soit. Et on arrive à les livrer du lundi au samedi soir, quoi. Vous voyez, ça, c'est des solutions qui ont été mises en place il y a 4 ou 5 ans et qui font qu'aujourd'hui, pour rien au monde, malgré les difficultés qu'on a depuis quelques semaines, là, ils ne reviendraient en arrière, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est l'importance des flux qui voilà, d'une certaine façon, qui garantit l'efficacité. Exactement. Ouais, ouais. Une autre prise complétée. Oui, merci. Juste pour compléter, je faisais particulièrement allusion à la difficulté que la rupture des charges représente. Est-ce que sur le plan technique, il y a des améliorations possibles? C'est aussi ça ma question. Merci bien. Qui peut-être Cédric de Barberac, Ouais, non, mais j'ai pas. Thomas Wilson. Sur le problème de la rupture de charge, en fait, moi, j'ai pas de réponse parce que compte tenu qu'on est sur de la gestion de flux et qu'on est plutôt sur, on va dire, comme on est sur du vrac, si on prend le sucre, on prend toutes les matières qu'on
en fait, on est systématiquement sur un contenant, un contenu, et on va livrer l'ensemble. En effet, donc moi, j'ai pas ces problématiques de rupture de charge, quoi. Voilà. Alors qu'à Monoprix, la manutention, le coût de la manutention est très important. Oui, alors effectivement, le ferroviaire, en fait, il a des clients un peu historiques sur du pondéreux, sur des matières agricoles, sur du ciment, sur du vrac lourd, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu qui est un peu différent de l'enjeu qui est le nôtre, sur lequel on est vraiment sur des produits palettisés, de grande distribution, avec là, pour le coup, des délais assez courts. Et pour répondre à votre question, ce qui peut rendre plus souple et aussi moins coûteux le report modal, en tout cas la multimodalité, c'est vraiment le combiné. Nous, on a opéré les deux, donc on est bien conscient que quand on charge un wagon tolé avec en amont une plateforme ou un entrepôt qu'il faut embrancher, sur lequel il faut mettre les wagons à quai, dans lesquels il faut rentrer les palettes une par une, et ensuite manipuler les wagons, et ensuite tractionner jusqu'au point B, qui lui-même doit être embranché, et sur lequel là aussi il y a tout un thème de manœuvre pour mettre les wagons les uns derrière les autres, et ensuite décharger les palettes. Là, c'est vrai qu'on est dans un mode qui est extrêmement lourd et qui est coûteux, puisque du coup, il faut... Étape de manutention successive. Voilà, une étape de manutention intermédiaire spécifique qui nécessite une plateforme. Nous, on avait une plateforme de 3500 m² en plein Paris. Alors, je ne vous cache pas que le loyer d'une plateforme logistique en plein Paris, même si on a bénéficié de loyers forcément modérés, ça reste forcément un investissement très coûteux. Et puis, il faut des opérateurs, il faut des hommes pour décharger, recharger, etc. Alors que le schéma, justement, qui a été dupliqué, on va dire, en inspiration un peu du retour d'expérience de ce qu'on avait fait à Bercy et qui est dupliqué à Chapelle Internationale, c'est justement le fait de pouvoir manipuler des caisses. Donc à Chapelle Internationale, même chose, c'est un entrepôt urbain qui est vraiment dans Paris intramuros, porte de la Chapelle, et sur lequel, du coup, il y a des rails qui rentrent dans l'entrepôt, mais avec des portiques qui peuvent déplacer des caisses pour justement gagner ce temps de manutention qui est vraiment un temps mort, qui est un temps très coûteux. Et aujourd'hui, dans l'utilisation qu'on a justement des flux classiques multimodaux, avec pré- et post-acheminement, et puis les grandes rues, les grands portiques qui bougent nos caisses, là aussi, on gagne en efficacité. Les palettes à l'intérieur des caisses ne sont pas bougées. Donc ça c'est un vrai enjeu. C'est en gain pour gagner du temps dans la rupture de charge. Il y a toujours une rupture de charge, mais si elle est rapide, si elle est efficace, c'est flexible. Et puis le deuxième sujet, c'est aussi l'horaire des trains et puis les destinations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très Paris vers la province. Alors il y a aussi un peu des trains entre des destinations de province. Mais c'est vrai que le réseau aujourd'hui multimodal reste encore assez peu développé. Assez radial. Oui. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, les projections de transport combiné sont x3 par rapport à un x2 sur le fret en général. Donc il y a un gros potentiel de combiné. On a le temps pour une dernière question ou une dernière remarque. Est-ce que quelqu'un, monsieur ? Oui, bonjour, Philippe Fonta de Business for Social Responsibility. Une question pour Monsieur Dupont. Si j'ai bien compris, vous importez le clinker, c'est ça ? Où est-ce qu'il est fabriqué et d'où vient-il ? Parce que c'est quand même une des grosses émissions de CO2, la fabrication lui-même du clinker. Alors, il y a plusieurs sources. Il y a actuellement une source turque et une source algérienne. Quelle que soit la distance, quand vous mettez en corrélation la capacité de transport et la distance, grosso modo, quand on part de Turquie, on peut affréter du 40 000 tonnes, et quand on part d'Algérie, on a fait du 7 000 tonnes. Grosso modo, les émissions de carbone sont directement reliées à la masse. Or, le clinker est très lourd, et tout ça est contrôlé par l'ADEME, Fred 21, etc. Grosso modo, quel que soit le conditionnement du transport du clinker, on aura grosso modo la même émission de CO2. Et elle est totalement calibrée. Et ce n'est pas parce que ça vient de Turquie que c'est plus lourd.
Les cimenteries turques sont de dernière génération. Le dernier four qui est sorti, il a 4 ans d'âge. Et il y a eu énormément de performances environnementales qui ont été opérées sur les fours. C'est l'avenir. On ne pourra pas de toutes les façons passer en deçà ou contourner le problème de l'émission fatale de la cuisson. Fatalement, il y a 450 kg, 500 kg qui passent par la cuisson. Dans la décarbonation, le sujet, c'est à nouveau l'efficience. Ce n'est pas arriver à zéro, parce qu'on ne pourra pas monter des éoliennes sans fabriquer de ciment, hein, c'est clair, mais s'améliorer en permanence, y compris dans les fours. Merci beaucoup. C'est en parlant de cuisson, et c'est pas parce qu'il est midi et quart, mais qu'on va terminer cette table ronde. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier les 5 intervenants de leur précision. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de conférences pendant ces 3 jours, donc je vous invite à regarder le programme. Moi, j'aurai le plaisir d'en assurer quelques-unes et je vous retrouverai peut-être donc cet après-midi et jeudi pour d'autres conférences. Bon appétit et bonne journée à tous. Bon salon.